Bonsoir, merci à Christophe pour ces aimables paroles. Salutations à toutes et à tous. Je remercie les organisateurs de nous donner l'opportunité, effectivement, de vous présenter ce soir quelques réflexions qui émanent des travaux, justement, des travaux de recherche et des mandats de l'Institut de tourisme de la HESSO, et plus spécifiquement des tâches que nous faisons dans le cadre du mandat de l'Observatoire valaisan du tourisme. Je profite de l'occasion pour associer à cette présentation mon collègue, M. Roland Schegg, dont le nom figure sur le slide, mais qui ne peut malheureusement pas être des nôtres ce soir. Donc, quel est l'agenda pour ce soir? Donc, ma présentation, elle va se scinder en 4 parties. Après, une introduction très très brève qui va un peu reprendre les paroles de Christophe. On dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on parle d'hébergement ce soir? Je vous propose d'aborder la thématique de l'hébergement au sens large, sous l'angle d'une méthode classique d'analyse stratégique et d'y intégrer justement les tendances lourdes qui impactent de façon indéniable et durablement le secteur. Ce sera vraiment la plus grosse partie de la présentation qui après se poursuivra par un aperçu des principaux défis de la branche et quelques exemples de bonnes pratiques, justement peut-être pour vous donner des pistes et des idées pour un débat fructueux dans vos ateliers pour la suite. Donc d'abord, pourquoi effectivement, en gros, est-ce qu'on parle d'hébergement? Pourquoi les organisateurs ont mis ceci sur leur calendrier? En fait, parce que tout le monde en parle. Ceci, c'est un article qui avait passé le 21 février 2014 dans le journal Schweiz am Montag et qui s'interrogeait sur le fait que les chamboulements législatifs de l'environnement avaient provoqué une chute ou quelque part une diminution, pour la première fois, un inversement de tendance, une diminution du prix de l'immobilier. Et puis, à la suite de ça, il y a pas seulement d'experts qui se sont exprimés en faisant souvent, montrant des avis divergents sur pourquoi ceux qui étaient dans le rouge étaient dans le rouge, pourquoi ceux qui étaient dans le vert étaient dans le vert, et comment ceci s'expliquait ou ne s'expliquait pas, et à long terme, comment la situation allait évoluer. Plus de questions que de réponses. Ça, c'était le 14 février, donc tout récent. Le 22 novembre, suite à l'autre, entre guillemets, séisme dont ont parlé les acteurs touristiques, il y a eu le président de Gastro Suisse qui disait qu'actuellement, avec l'abandon du taux plancher, les prix en Suisse, notamment les prix de l'hébergement, étaient 50% plus chers que nos concurrents de l'arc alpin, et qu'à ce niveau-là, il n'était plus soutenable, même la notoriété ne suffisait pas, qu'à ce moment-là, la neige, je le cite, il disait que la neige était tout aussi blanche en Autriche, au Tyrol du Sud, qu'en Autriche. Et puis, dernier exemple, ça c'était le 22 novembre 2014, donc bien avant la date d'annonce de l'abandon du taux plancher. Ça, c'était la NZZ qui, dans cet article, elle évoquait quelque part la surabondance d'offres en termes de résidences secondaires dans certains cantons. Et sur le graphique, vous voyez que c'était surtout le Valais et les Tessins qui, selon lui, allait souffrir de cette surabondance d'offres. Donc voilà, ça c'est un petit peu quelques petits florilèges d'articles qui ont récemment paru et qui montrent que le sujet, effectivement, le thème de l'hébergement touristique est d'actualité, non seulement en Valais, mais qu'il est quelque part répercuté auprès de tous les médias nationaux. Donc point 2, déjà de l'ordre du jour, l'analyse stratégique sous l'impact des tendances globales. Donc je vous ai dit, je vous propose une analyse un peu classique. Je pense que la plupart des gens dans cette salle connaissent l'analyse selon Porter. Porter qui est un célèbre économiste qui a mis en place ce modèle et qui dit effectivement qu'on peut analyser un secteur, une entreprise, voire même un produit en prenant en considération les 5 forces concurrentielle qui l'affecte. Au centre, on a l'intensité concurrentielle, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un secteur, donc on parle ici du secteur de l'hébergement, s'il y a beaucoup d'acteurs, une concurrence accrue, ça donne quand même quelques indications quant à l'attractivité de ce secteur. Donc ça, c'est l'élément qui est au centre et qu'on verra plutôt en fin de présentation. Ensuite, il identifie surtout la menace des nouveaux entrants. Dans tout secteur, il est en général conseillé de mettre des barrières d'entrée
pour éviter que des nouveaux entrants peuvent très facilement venir sur le marché et encore intensifier de façon plus forte la concurrence qui existe au centre. Le troisième élément est le pouvoir de négociation des fournisseurs. Et là, on verra dans le secteur du tourisme, la distribution de produits touristiques, de distribution d'hébergement, que là, il y a beaucoup à dire et que c'est un élément très fort au niveau de la concurrence par rapport aux acteurs locaux. Ensuite, il y a le pouvoir de négociation des clients, qui en est un autre. Porter dit qu'effectivement, qu'il faut, un peu comme partout, éviter de mettre tous les œufs dans le même panier, que si les clients ont un pouvoir de négociation qui devient trop fort, eh ben, c'est dangereux pour le secteur. Donc cette analyse-là permet d'identifier quel est le pouvoir réel des clients et dans quelle mesure il peut affecter l'industrie. Et ensuite, le dernier élément est la menace de produits de substitution. Tout produit, qu'il soit touristique ou tout service, a quelque part son substitut et il s'agit de voir dans quelle mesure on peut facilement ou pas se faire remplacer par un produit de substitution. Le dernier élément, et là on ne le traitera pas, parce qu'il a été vu maintes fois, ce sont les contraintes réglementaires et autres, et typiquement les éléments de Latt, de Lex Weber sont celles qui rentrent dans cette cinquième force. Donc ça c'est le modèle théorique de Porter, et si maintenant on applique ce modèle à l'hébergement touristique, voilà comment est-ce qu'on peut, entre guillemets, le remplir. Donc, et puis, vous verrez ce slide à plusieurs reprises dans la présentation, à chaque fois que je change effectivement de type de force qu'on analyse. Donc je vous propose de commencer par l'analyse des forces, de la pouvoir des fournisseurs. Et les fournisseurs dans le domaine touristique, dans le domaine de l'hébergement, ce sont bien les réseaux de distribution. Donc les OTA, ces fameuses OTA, Online Travel Agency, donc les agences de voyage en ligne, qui ont pris une importance considérable. Liées aux OTA, il y a les moteurs de recherche, les métamoteurs et autres. Donc maintenant, la partie de la présentation s'intéresse effectivement à l'analyse de ces éléments. Donc c'est bien la révolution du e-tourisme qui a conféré un pouvoir au réseau de distribution et qui confère un pouvoir toujours plus grandissant à ces réseaux de distribution. Vous voyez sur ce slide, dans la partie gauche, c'était le monde tel qu'il était connu hier. Effectivement, un monde bien ordonné, bien cloisonné, où chaque acteur de la filière touristique savait où il se trouvait, savait quel était son rôle. Ce n'est plus du tout le cas actuellement. On est passé de ce schéma ordonné à cette vision sur la droite, qui est effectivement une vraie nébuleuse, où les producteurs et les distributeurs s'enchevêtrent et où il est parfois difficile de savoir mais qu'est-ce qu'on fait, où sommes-nous et quel est le champ des possibles. Et il faut bien comprendre que effectivement la révolution de l'e-tourisme, ça implique pas simplement un changement technologique, ça implique pas simplement de s'habituer à des changements technologiques, mais aussi ça implique que les modèles d'affaires de tous les acteurs de la branche sont impactés. Donc ça c'est un élément qu'il faut prendre en compte lorsqu'on regarde le pouvoir de négociation des distributeurs et plus précisément dans le secteur de l'hébergement, des agences de voyage en ligne. Ce slide est pour vous montrer effectivement l'évolution qu'il y a eu dans le secteur en peu d'années. La partie verte, c'est un peu la réservation directe classique à la grand-papa, je dirais, où on avait, il y a encore maintenant à peu près plus que la moitié, ça c'est les chiffres de la Suisse et les chiffres du Valais, on a à peu près plus que la moitié des gens qui font encore des réservations via les canaux directs. Et par canaux directs, on inclut déjà l'Internet, puisqu'on a ici dessous la réservation directe auprès d'un hébergeur qui offre cette possibilité. Mais on est à 57%, alors qu'il y a 3 ou 4 ans, on était ici au-delà de 85%. Donc on voit l'érosion des réservations directes au profit des OTA. Ce chiffre ici de 25% actuellement en Valais et de 27% au niveau suisse, il faut savoir qu'il n'était que de 2% il y a 9 ans. Donc une évolution quand même là indéniable et qu'on peut constater d'année en année. Maintenant, si on regarde un petit peu l'évolution, est-ce que la Suisse à ce niveau-là, est-ce que le Valais se comporte différemment de la Suisse à ce niveau-là? Eh bien, pas vraiment. Vous avez sur ce slide
En bleu, tout en haut, ce sont les chiffres qui concernent le Valais pour 2014, et en dessous, ce sont les chiffres qui concernent la Suisse pour une période de temps qui va de 2002 à 2014. Et on constate qu'hormis, je dirais, celui-ci, qui indique en fait qu'en Valais, on est un peu moins enclin à travailler avec des TO et des grands distributeurs. La pratique que l'on trouve en Valais s'assimile assez fortement à ce qu'on trouve, en Suisse. Le monde maintenant, je vais revenir un petit peu plus spécifiquement sur le monde des OTA. Il faut savoir que c'est tout sauf un long fleuve tranquille. Il n'arrête pas d'avoir des changements et des changements importants. D'abord, quelques chiffres pour situer l'importance des OTA en Valais et en Suisse. Donc, c'est grosso modo, et ça c'est basé sur une étude très récente qu'a fait l'Institut, qui est disponible d'ailleurs sur le site de l'Observatoire, réalisé principalement par mon collègue Roland Schegg, le chiffre d'affaires des OTA pour la Suisse, c'est environ 1 milliard de francs suisses en 2014. Il y a 3 grands acteurs sur le marché. 3 acteurs font 90% de ce chiffre d'affaires. Eh ben, c'est au niveau international Booking.com et Expedia, et puis HRS, qui est un peu une spécificité suisse. Au niveau des commissions versées par les hébergeurs pour ces OTA, c'est en fonction des modes d'évaluation entre 90 et 130 millions de francs suisses par année. Et pour les hébergeurs valaisans, l'estimation est d'environ 15 millions de francs suisses par année. Ce qui veut dire, pour un hôtel moyen, un hôtel 4 étoiles moyen, une commission annuelle de l'ordre de 30 000 francs, soit un coût moyen de 700 francs par chambre annuellement. Donc des commissions qui ne sont pas négligeables, mais dont il apparaît qu'elles sont, de toute façon, dont la plupart des hébergeurs ne peuvent pas se passer d'outils tels que ceux-ci, vu la notoriété qu'ils ont sur les marchés. Je vous disais, les OTA ne sont pas des longs fleuves tranquilles. Eh bien, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et on assiste vraiment à une consolidation, à un regroupement des acteurs. L'année passée, Expedia, donc le grand acteur américain, a fait ses emplettes. Vous voyez, ça lui a coûté rien que près de 3 milliards de dollars pour s'offrir Votif.com, Travelocity et Orbitz. Ce qui est marrant, c'est de voir que Votif, c'était une OTA qu'on connaissait assez peu ici, mais qui était très actif sur les secteurs, sur les marchés australiens. Donc ils ont acheté ça certainement dans une perspective d'étendre leur rayon géographique. Par contre, l'acquisition d'Orbitz et de Travelocity, c'est typiquement pour éliminer des concurrents. Il faut savoir qu'Orbitz, c'était quelque part, à un moment donné, était la réponse qu'avait trouvé un conglomérat de compagnies aériennes pour justement combattre l'impact de plus en plus important qu'avaient les OTA sur leur business. Donc ils se sont dit on va créer notre propre OTA, et puis comme ça on va s'affranchir quelque part du diktat des grands. On voit qu'à terme les grands viennent de plus en plus grands, et puis ils ont quand même été mangés par Expedia. Et puis Travelocity, c'était une OTA qui à l'origine avait été créée par un GDS. Vous voyez, ces GDS, c'était avant, je dirais, la révolution Internet qu'on a connue maintenant. C'était des systèmes qui étaient utilisés, qui étaient distribués par les compagnies aériennes pour que les agences de voyage puissent vous réserver vos billets d'avion du temps qu'on allait encore plus souvent à l'agence de voyage chercher son billet que sur Internet comme on le fait maintenant. Donc voilà, donc il y a des consolidations, les grands qui mangent les petits, et ce n'est pas fini. Ensuite, au-delà de ces consolidations, il y a des intérêts aussi qui sont faits non seulement pour des OTA existantes, pour éliminer la concurrence, mais pour acquérir des méta-moteurs de recherche. Expedia, de nouveau, là, je n'ai pas le montant de la transaction, je ne l'ai pas trouvé, mais a aussi fait ses emplettes en rachetant Trivago l'année passée ou l'année d'avant. Et puis Priceline.com. Priceline, il faut savoir, c'est Booking. Enfin, c'est la société mère de Booking. Donc, il reste quasiment 2 gros acteurs sur le marché au niveau mondial. C'est Priceline et Expedia. Et Priceline donc, a acheté Kayak, ce méta-moteur qui permet effectivement de comparer des comparateurs de prix et de prestations pour aussi près de 2 milliards de dollars. Donc, on voit qu'ils ont les poches assez bien remplies, ils peuvent se permettre des deals assez hallucinants.
Troisièmement, il y a une diversification des OTA. Les OTA donc, aussi voient qu'ils doivent de plus en plus diversifier leur business et de nouveau Priceline, de nouveau pour près de 2,6 milliards de dollars l'année passée, a racheté des solutions qui s'appellent comme Booking Suite, Hotel Ninja et OpenTable, qui sont des solutions qui sont destinées aux hôteliers, aux professionnels, pour leur marketing et autres. Donc on voit qu'ils s'intéressent effectivement à élargir leur champ, leur champ d'activité le plus possible. Et ça, ce n'est pas tout. Les OTA classiques, on peut bien comprendre qu'ils font leur business, mais ce qu'il y a d'intéressant ou d'inquiétant, ou en tout cas de surprenant, c'est de voir qu'il y a vraiment de nouveaux agents qui intègrent le marché des voyages, et vraiment des agents, je dirais, à taille mondiale, mais dont le core business était jusqu'à maintenant tout sauf le voyage. Amazon, c'est un chiffre d'affaires de 80 milliards de dollars. On connaît Amazon par rapport à son activité dans la logistique, dans la distribution de livres, très performant dans toute la logistique et même maintenant dans le stockage, effectivement, de données. Mais l'année passée, il a gentiment commencé à s'intéresser au marché du voyage en mettant sur le marché une sélection de grandes villes aux USA. Et puis, il les a choisis en fonction des notes laissées par les clients sur TripAdvisor. Alibaba, c'est un peu c'est l'Amazon chinois. En fait, 50 milliards de dollars je pense qu'il va assez rapidement en termes de chiffre d'affaires dépasser ce que fait Amazon avec le potentiel chinois. Et qu'a fait Alibaba? Alors dans le voyage aussi, sans hésiter, a carrément créé sa filiale qui s'appelle Alitrip. Et ça va fondamentalement changer quelque chose. On ne va plus parler de la Chine non seulement au niveau touristique en tant que grand marché émetteur hyper intéressant, mais la Chine va aussi devenir un grand opérateur touristique de poids. Et celui qui a fait peut-être le plus de bruit, qui a suscité le plus de crainte, ça a été l'intérêt tout d'un coup qu'a Google sur le marché des voyages en mettant sur pied son moteur de recherche Google Hotel Finder. On a vu qu'assez rapidement, passablement d'internautes ou de réactions s'insurgeaient quelque part contre un abus de position dominante que pouvait avoir Google en tant que référenceur et de pouvoir référencer les établissements qui l'intéressaient en fait. Donc, voyez un petit peu le contexte, effectivement, des pouvoirs au niveau de l'analyse de Porter, des pouvoirs de négociation des fournisseurs. Donc ça, ce sont les fournisseurs du monde touristique, et ils ont donc un pouvoir de négociation qui devient énorme. Et les OTA, il faut aussi bien comprendre que ça ne concerne pas que l'hôtellerie. D'ailleurs, dans cette présentation, j'essaye le plus possible de ne pas faire de distinction entre hôtellerie et para-hôtellerie, de parler d'hébergement touristique au sens large, parce que la réalité est quelque part la même pour tout le monde, en fait. Et donc, on voit que Booking.com s'intéresse aussi de plus en plus à la para-hôtellerie grâce à un partenariat qu'il a fait avec Interhome, et il peut accéder, je dirais, à l'offre d'Interhome. L'offre para-hôtelière, on peut voir qu'elle est vraiment distribuée dans passablement de canaux. Airbnb, j'en reviendrai tout à l'heure, je passe pour l'instant, mais si on voit Booking.com, e-domicile et chalet-switzerland.com, on voit que l'offre para-hôtelière du Valais est bien présente là-dessus. Elle obtient pour Booking.com et puis MySwitzerland près de 42% de l'offre globale suisse. Donc l'offre valaisanne, quand même, sur ces canaux, sur ces multicanaux, elle est bien présente. Pour en finir avec les OTA, on peut se poser la question de quel va être leur futur. Eh bien, c'est un petit peu là que pas mal d'experts, la première fois que je vois, ils se disent mais est-ce que ça ne va pas être 2015, va marquer l'année quand même quelque part de la saturation, du plafonnement. Mais bon, avec les deux mastodontes d'acteurs que sont Booking et Expedia, même si la progression n'est plus aussi fulgurante, ils ont quand même une position qui est très dominante, mais
il y a quand même quelques signes qui font que les contraintes législatives auxquelles ces acteurs sont soumises, d'une part, les critiques grandissantes certaines fois de grandes compagnies aériennes ainsi que de groupes hôteliers font que peut-être l'avenir n'est pas forcément aussi rose qu'il a été jusqu'à maintenant. Et il y a surtout ça, je ne suis pas persuadé. Par contre, il y a cet argument-là est peut-être l'élément qui leur fera le plus mal à terme, c'est qu'effectivement, ces OTA-là sont dans une dimension qu'on appelle de business to consumer, et ils ne donnent pas, donc c'est une faiblesse par rapport aux attentes qu'on verra tout à l'heure de la nouvelle clientèle, qui eux veulent attendent d'avoir un accès aux inventaires de l'économie de partage. Et comme ces OTA ne le donnent pas, peut-être des collaborations vont y venir, et ils vont peut-être avoir un détournement de la future clientèle. Voilà pour le premier point, réseau de distribution. J'arrive au deuxième élément qui est le pouvoir du client. Donc, pouvoir du client, qu'est-ce qu'on a identifié? Que le client, il a envie de transparence de prix et de produits, que maintenant il a la possibilité de faire des évaluations sur les sites internet, et puis l'aspect générationnel et intergénérationnel qu'on verra tout à l'heure. Donc le client exige de plus en plus de transparence, et ça c'est vrai sur tous les produits et prestations, et c'est aussi vrai sur les produits touristiques. Donc le recours aux nouvelles technologies fait que cette transparence, lorsqu'il ne la trouve pas par lui-même, eh ben, il va essayer de se la procurer en donnant son avis, en requérant l'avis des autres. Et donc, de plus en plus, l'avis des pairs dans le choix d'un hébergement et d'une destination devient important. Et puis, c'est quelque chose qui est aussi de plus en plus, la transparence, c'est une envie, un besoin de la génération Y, et cette génération est celle qui va devenir qui est déjà et qui va devenir la plus importante en termes de consommateurs de produits et prestations touristiques. Un autre élément lié au pouvoir des clients est en fait les attentes et la force qu'ils ont pour exprimer leurs attentes. J'aime bien cette photo parce qu'elle illustre, à mon avis, la complexité à laquelle les prestataires touristiques doivent faire face, en particulier dans le domaine de l'hébergement. Il y a une récente étude aux USA, toute récente, qui montre que cette année, 36% des Américains qui ont répondu à l'enquête annoncent vouloir faire dans les 12 prochains mois des vacances qu'ils appellent multigénérationnelles. Ça veut dire pas 2 générations, mais en tout cas 3 générations qui partent ensemble. Et ça change beaucoup de choses en termes d'accueil de ces tribus. Et c'est quelque chose qui a augmenté. L'étude américaine montre qu'il y a une augmentation de 5% par année par rapport à ce multigénérationnel. Par rapport à ça, quelle est la structure de la clientèle valaisanne? Ces chiffres-là, ces graphiques sont tirés d'une enquête toute récente, une enquête que l'Observatoire valaisan du tourisme a réalisée en 2014 sur l'ensemble du Valais, auprès de toutes les destinations, et pour lesquelles nous avons environ près de 6000 répondants. Donc là, il faut bien voir que les réponses, ça donne qui a répondu, mais ça donne quand même une bonne idée de la structure de clientèle. Donc on se rend compte qu'effectivement, en Valais, il y a 2 types les couples et les familles avec enfants constituent effectivement la moitié à peu près de la clientèle touristique. Mais après, il y a vraiment un éclatement sur tous différents segments, et on n'est pas forcément certain qu'il est facile aux prestataires de bien comprendre tous ces segments et de bien mettre en place des stratégies marketing pour les attirer, et ensuite d'avoir des offres qui permettent aussi de les contenter. Le pouvoir des enfants, également tiré de cette étude américaine, aussi quelque chose d'assez intéressant. C'est dans ce graphique, on voit, avec des taux ici hyper importants de 70%, voire même plus, où les générations disent que oui, les enfants, c'est eux qui choisissent et la destination et l'hébergement et les activités qui vont être pratiquées. Et puis, on se rend compte qu'à plus la réponse est donnée par des générations jeunes, à plus le pouvoir qui est conféré aux enfants est important.
Qu'attend justement cette clientèle multigénérationnelle en termes d'hébergement ou en termes d'activité ou de pratique touristique? Donc là, il n'y a rien de très nouveau, ils attendent de l'all-inclusive. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'all-inclusive, ce n'est pas forcément uniquement pour des raisons de budget, mais ce qu'ils disent, c'est lorsqu'on est un intergénérationnel en vacances, il y a plusieurs générations de payeurs potentiels. L'arrière-grand-père, c'est peut-être encore celui qui finance, mais le grand-père, le père, voire même le beau-fils. Donc, dans le all-inclusive, ça évite justement d'avoir des discussions, de savoir qui va payer des extras. Donc, c'est hyper important pour attirer une clientèle multigénérationnelle d'avoir le all-inclusive pour éviter ce genre de discussion au sein de la tribu. Ensuite, bien sûr, il faut avoir des activités spécifiques par génération, ça semble évident. Après, des espaces réservés spécifiquement aux adultes. Et il y a un autre élément assez intéressant qui était ressorti de cette étude, c'était qu'il fallait, les tribus multigénérationnelles attendent d'être récompensées du fait qu'ils sont un grand groupe. Quelque part, de pouvoir être reconnus comme groupe, et puis en fonction, à plus le groupe est lent, à plus ils ont possibilité d'avoir soit des récompenses, soit des accès privilégiés, soit des bonus ou autres. Et puis, il faut aussi que lorsque on s'attaque à ce genre de clientèle, la prestation touristique permet effectivement à laisser du temps pour partager, parce que c'est pratiquement les seuls moments où ces tribus sont ensemble, elles ne le sont pas le reste de l'année. Et puis par rapport à ça, il y a une industrie touristique qui exploite déjà depuis plusieurs années, et puis de façon tout à fait remarquable, ce créneau et qui sait les contenter, c'est la croisière. Et les croisières, pourquoi? Parce que, effectivement, vous pouvez imaginer qu'entre une croisière ou un agent immobilier, pour la croisière, ce sera beaucoup plus facile de moduler ces espaces de vie pour tout d'un coup s'adapter à une tribu multigénérationnelle qui voudront avoir un grand espace ou inversement cloisonner en fonction des différentes générations ou autres. Donc là, le all-inclusive et tous ces éléments-là sont au niveau de la croisière un exemple à suivre. C'est clair qu'on ne peut pas faire du copier-coller du cruise ship dans l'hébergement traditionnel des destinations de montagne, mais il y a des enseignements à tirer. J'en viens maintenant à la question des générations. Il faut d'abord bien comprendre les générations, quelles sont leurs envies pour pouvoir comprendre quel est leur réel pouvoir sur la consommation touristique. Donc, les générations, les baby boomers, vous connaissez tous, c'est ceux qui sont nés après la guerre et jusqu'aux années 60. Ensuite, on a la génération X, génération Y et génération Z. En fait, par rapport à cette génération, il y a certains traits, certaines valeurs, je dirais, qui sont communes. Pour les baby boomers, on parle plutôt du devoir. Eux, ils ont eu en tête qu'ils devaient un devoir vis-à-vis du travail, un devoir vis-à-vis de la famille, un devoir vis-à-vis de leur couple en général. La génération X, ça a passé du devoir à l'avoir. L'important, c'était vraiment l'avoir, d'avoir un job, d'avoir un statut, d'avoir une famille, d'avoir des possessions matérielles. La génération qui est maintenant la génération qui représente 40% des actifs en Europe est la génération Y. Et eux, c'est ni devoir ni avoir, mais c'est vivre. Et c'est vivre de façon équilibrée, arriver à aménager de façon idéale la vie privée et la vie professionnelle, œuvrer, être multitâche, être polyvalent, être socialement responsable, avoir des notions comme le développement durable qui ne sont pas simplement un mot, être indépendant, interculturel et puis assoiffé de réussite. Et en définitive, la génération Z, qui reprendra, parce qu'ils sont encore un peu jeunes, parce que ce sont des ados encore actuellement, mais qui vont reprendre passablement de traits de la génération Y, en ayant en plus, je dirais, l'aspect socialisé, l'aspect du partage et du lien avec les autres. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que ça implique? Donc, on est à l'ère typiquement où se cultive l'image de soi, où la destination ou l'hébergement est bien moins important que la mise en scène qui est autour. Donc, la prédominance des interactions sociales, on se prend en photo directement, vous avez déjà peut-être tous vu, ça c'est la nouvelle mode de ces grands bras pour pouvoir se prendre des selfies de façon avec un plus grand angle.
ça explose. J'ai vu ça à Noël en Asie, c'est incroyable, il n'y a plus que ça. Et donc les gens font des selfies et partagent. Donc la réponse à cette génération-là doit être faite en peu de mots, rapide, en peu de mots, plus de visuels, moins de texte. Et par rapport à ça, qu'est-ce que ça signifie? Tous ces constats-là, qu'est-ce qu'ils signifient pour les hébergeurs? Il signifie qu'il y a des équipements qui sont totalement obligatoires, des équipements technologiques qui doivent tout simplement, qui ne peut plus être ignoré, excusez-moi. Un Wi-Fi qui est lent, ou pire, payant, ça va attirer plein de commentaires négatifs sur les sites de partage et ce sera dur à rattraper pour l'hébergeur. Donc cette clientèle, elle veut exploiter tous les avantages des nouveaux modes de réservation et attend pouvoir obtenir l'information vraiment en temps réel et puis pouvoir partager ces expériences aussi de façon live. Donc toute une série, je dirais, d'infrastructures sont maintenant vraiment nécessaires pour être en phase avec les attentes de la génération Y. J'en ai fini avec la partie, je dirais, analyse, pouvoir des clients sur les aspects socio-démographiques. J'en viens maintenant plutôt à une analyse par rapport au marché émetteur. Donc on a beaucoup parlé à un moment donné de ces nouveaux marchés, des fameux BRIC et autres acronymes. En préparant cette présentation, je suis tombé sur un nombre infini d'acronymes. C'est fou comme les économistes arrivent à mettre ensemble certains groupes de pays en fonction de leurs similitudes qui parfois sont très peu similaires, il me semble, mais les BRICS, c'est quand même quelque chose qui était rentré dans l'esprit, mais on se rend compte qu'effectivement, sur le fond, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que ces nouveaux marchés, on avait ici, ça c'est un titre d'une publication d'il n'y a pas longtemps, où on pouvait dire les marchés BRICS en pleine croissance, par rapport à ce graphique, effectivement, aussi bien le Brésil, la Russie, l'Inde que la Chine avaient une évolution qui était au-dessus de la moyenne des autres clientèles sur cette période-là. Mais on se rend compte aussi qu'il y a des renversements. Les renversements de tendance, ils impactent beaucoup plus facilement et beaucoup plus abruptement ces clientèles-là que notre clientèle traditionnelle. Là, vous voyez, à part la Chine qui maintient sa progression, il y a eu entre 2013 et 2014 une baisse quand même relativement marquée et au Brésil, et en Inde, et en Russie. Puisque la Chine semble tenir le coup, enfin encore un petit aparté sur la Chine, on sait bien que la Chine, effectivement, d'après moi, je suis persuadé que ce ne sera pas elle qui va pouvoir remplacer les skieurs ou faire que les journées skieurs dans le domaine skiable vont fortement augmenter, parce qu'effectivement, le ski en Chine, ça représente une infime partie de la population. En général, ceux qui la pratiquent le font encore juste quelques heures par année dans des stations totalement vétustes. Et ceux qui ont un intérêt, par contre, ceux qui ont un intérêt pour aller plus loin et qui ont les moyens financiers aussi, bon ça, les moyens financiers, c'est clair qu'il y a une plus grande partie de la population de plus en plus qui en a, mais ceux qui vraiment, entre guillemets, crochent au ski, alors ils voient la Suisse comme étant la destination effectivement idéale pour le ski. Mais je vous ai mis cette carte ici, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que cette carte? Vous voyez des soleils et des flocons. Eh bien, ça représente les messages postés par les Chinois sur Weibo. Weibo, il faut savoir que c'est le réseau social chinois, c'est en fait en quelque sorte c'est le Facebook et le Twitter ensemble des Chinois avec un nombre d'abonnés, je ne vais pas vous dire le chiffre, je n'ose pas imaginer combien il y a d'abonnés sur ces réseaux et en fait ce sont des données réelles. J'ai mes collègues de l'Institut informatique de gestion qui travaillent sur un projet et qui ont réussi à rapatrier les données de Weibo sur 2 mois. Et là, en l'occurrence, les soleils représentent le mois de juillet 2014 et les flocons le mois de janvier 2014. Et c'est typiquement les endroits depuis lesquels les Chinois ont posté un message sur leur réseau Weibo. Et on se rend compte quand même 2 choses. Premièrement, il y a plus de soleil que de flocons. Ça veut dire que de façon, dans l'absolu, les Chinois viennent plus en Suisse l'été que l'hiver, et que encore et d'autre part, lorsqu'ils viennent, c'est encore grandement
les villes et je dirais les destinations classiques connues, prisées par les Chinois, plutôt que le Valais. On voit qu'en Valais, on est encore relativement faible en termes de messages laissés par Weibo. Ce n'est pas un état de la fréquentation des Chinois, mais ça donne quand même une image. On va revenir à une clientèle plus traditionnelle de nos stations. Donc, quelles caractéristiques de la clientèle touristique valaisanne? Vous avez ici deux graphiques, deux enquêtes différentes. En bleu, la fameuse enquête 2014 dont je vous ai parlé avec près de 6000 répondants. Et en rouge, une enquête qui date d'il y a 10 ans, où on avait fait un projet qui était un projet CTI pour la City. Je ne sais pas si tu t'en souviens, André, on avait fait ce workshop, c'était il y a déjà 10 ans, en 2005, à la CESSO. Et dans le cadre de ce projet, il y avait une enquête qui avait été faite, relayée par les agences de location auprès de leur clientèle. Là, on a près de 400 répondants, et on se rend compte que dans les grandes lignes, même 10 ans après, le structure de la clientèle ne change pas. Donc, c'est la Suisse, bien sûr, qui prédomine, la clientèle suisse. Et ensuite, après, la clientèle, il ne faut pas regarder les valeurs en tant que telles, mais les ordres de grandeur, c'est la clientèle des pays environnants, plus la Grande-Bretagne, et rien de très nouveau là-dessus. Donc, une clientèle suisse quand même très importante. Autre élément par rapport à la caractéristique de la clientèle des destinations valaisannes, ça c'est les tranches d'âge, liées cette fois à l'enquête toute récente 2014. En tant que telle, ça ne vous dit pas grand-chose, mais si on compare ceci, parce que l'enquête 2014 a été faite en comparaison, a été faite conjointement, je dirais, avec des partenaires à l'étranger, notamment autrichiens, et qu'est-ce qu'on se rend compte? Qu'au niveau de la Suisse, le Valais surtout, a plus de clientèle dans les deux extrêmes, et qu'il manque, comparé aux autres concurrents de l'arc alpin, je dirais la tranche 30-50 ans est assez nettement moins représentée en Valais que dans les concurrents de l'arc alpin. Donc on a une clientèle soit jeune, nos stations, on a souvent, c'est vrai que dans nos stations, on trouve soit les poussettes, soit les gens à l'AVS, voire au-delà. Et c'est quelque chose qui s'est confirmé dans cette comparaison entre le Valais et des stations autrichiennes. Autre caractéristique, c'est la fidélité. Alors, cette fidélité énorme, trop, d'après moi, de la clientèle touristique valaisanne. Toujours à gauche, l'enquête 2014, à droite, l'enquête 2005 sur les clients de la para-hôtellerie. Donc là, la question était de dire, on voit que les visiteurs habitués, donc qui sont déjà venus ou qui viennent fréquemment, c'était en Valais, représentaient près du 75% des répondants. Et puis ici, la question était de savoir, on avait demandé aux gens des agences immobilières de quand remonte votre dernière location en Valais, et on voit que il y a moins de 3 mois, entre 3 et 6 mois, et jusqu'à 2 ans, on a quasiment tout le monde qui est là, très peu qui ont dit plus de 2 ans, voire jamais. Donc une clientèle très fidèle, presque trop fidèle, et on n'est pas certain que ceci sera le cas avec les attentes justement qu'a la génération Y maintenant. Donc peu de renouvellement de clientèle, et effectivement on voit la situation, c'est intéressant, ces deux enquêtes ont 10 ans d'écart et que c'est un petit peu les mêmes résultats. Quelque chose qui m'a surpris par rapport à l'enquête actuellement, c'est qu'on a posé aux gens la question par rapport à l'hébergement, dans quelle catégorie d'hébergement est-ce que vous logez? Il y a près de 60% qui disent qu'ils ne savent pas. Donc comment est-ce qu'on peut être efficace pour vendre un produit dont le client ne connaît pas le positionnement qualitatif? Et c'est ça, je trouve vraiment que c'est une faiblesse. Et alors que, et là je rappelle justement par rapport à ce workshop qui avait été fait à l'époque en 2005, que les attentes exprimées lors de ce workshop où on avait autour de la table environ 60 agences de location de tout le Valais, ça avait très très bien marché, et on avait vraiment travaillé, un atelier de travail s'était fait sur la classification des objets. Et puis était ressorti, ça allait sur une échelle de notes qui allait jusqu'à 7, donc on voit toutes les notes ici très hautes, que
la clientèle disait que par rapport à la classification, il fallait qu'il y ait un seul système qui soit adopté pour l'ensemble du Valais, que le système doit faciliter la recherche par type d'objet, et puis que le système doit permettre quelque part de rechercher le meilleur prix. La question qui était posée aussi à ces clients d'agences de location par rapport à la nécessité d'avoir une plateforme de réservation en ligne, mais valaisanne pour les objets de la para-hôtellerie. Là aussi, beaucoup de choses étaient plébiscitées, comme quoi il fallait un site qui soit facile de navigation, qui ait une information visuelle sur les objets, et puis qu'on ait surtout la vision, ici, vision globale, complète de l'offre de la station et du Valais. Donc quand on sait que ceci date de 2005 et que peu de choses ont vraiment évolué, on peut se dire, mais et puis voilà, des acteurs comme Airbnb et d'autres plateformes ont pris les devants, on peut se demander si effectivement, si c'est pas un manque d'idées et de clairvoyance des acteurs touristiques, mais simplement le fait d'être beaucoup trop lent. On va y avoir dessous, s'il reste 5 minutes. 6, oui. Bon, non, je vais accélérer un petit peu. Troisième élément, les nouveaux entrants. Donc, les modèles d'affaires qu'on appelle C2C, donc de client à client, prolifèrent. Donc je vais accélérer un petit peu. Donc vous connaissez dans l'hébergement, Airbnb, Housetrip, HomeAway, Couchsurfing, dans les fameux taxis Uber que vous avez entendu parler. Il y a des solutions comme Liquid Space qui sont vraiment là dans le business, ou Loose Cubes qui sont en fait des solutions qui permettent aux voyageurs, aux travailleurs itinérants de trouver des places de travail. En fait, bref, les modèles C2C deviennent vraiment la norme. Et pourquoi ils deviennent la norme? Parce qu'en fait, on a justement une génération pour qui c'est très important de participer à cette économie collaborative. Je vous ai mis ici effectivement quelles sont selon eux les raisons du point de vue émotionnel et les raisons objective de participer à l'économie collaborative. Et puis ici, je vous ai mis la photo de cette charmante jeune fille qui existe en fait, qui s'appelle Anna Hart, qui est en fait une Britannique trentenaire, donc pile dans l'âge de la génération Y. Et puis en fait, elle explique ceci, qu'à un moment donné, elle voulait quitter Londres pour une opportunité professionnelle en Nouvelle-Zélande. Elle s'est rendue compte au moment de son départ qu'elle était quelque part prisonnière de ses possessions, de ses possessions matérielles pour pouvoir quitter hyper rapidement. Elle a quand même réussi à partir et en revenant, elle se réinstalle à Londres et puis elle se dit faire partie de ce qu'on appelle la génération The Light Asset Generation, c'est-à-dire la génération qui a peu de possessions. Elle se dit voilà, effectivement, moi je remplace, j'avais avant des armoires entières de CD et de DVD, elles sont remplacées par des abonnements à Netflix et des abonnements à Spotify. Lorsque j'ai besoin d'une voiture, j'utilise Zipcar. Pour me vêtir même, il y a des sites comme Girl Met Dress ou bien Vestiaire Collective qui permettent effectivement de faire de l'échange de vêtements et on voit que ceci est effectivement une réalité. Cette génération-là participe activement à l'économie collaborative et on estime qu'elle va atteindre d'ici 10 ans 385 milliards de dollars, ça veut dire le 50% du PIB suisse quand même. Airbnb, en quelques mots, je vais devoir aller assez vite, donc vous savez, si jamais ceux qui ne le savent pas, il y a une étude complète qu'on a faite à l'Observatoire qui est téléchargeable sur notre site tourops.ch qui traite de la question d'Airbnb. Donc en fait, c'est quand même quelque chose d'hallucinant, c'est d'avoir fait d'une idée, en 7 ans, d'être passé d'une idée à la 3e plus grande offre mondiale d'hébergement, et ce, grâce à la puissance de l'économie collaborative. Malgré les entre guillemets, procès d'intention qui lui sont faits, à chaque tour de table de levée de fonds, les investisseurs se bousculent pour y participer. Ils viennent de lever encore 1 milliard, ils sont valorisés actuellement à 20 milliards. La présence d'Airbnb, c'est 190 pays, 34 000 lieux, plus d'1 million de logements. Et on voit qu'ils font des partenariats stratégiques de plus en plus. Le dernier en date est un partenariat stratégique avec Deutsche Telekom. Lorsqu'un client achète un portable Deutsche Telekom, l'application Airbnb est préinstallée d'office. Par rapport à l'offre en Suisse, eh bien ça, c'est des éléments que vous avez sur l'étude, je vais les passer. En gros, en Suisse, 5 à 6 000 logements, 12% de l'offre
d'Airbnb concerne le Valais. Donc on voit que le Valais est bien coté au niveau Airbnb. Ensuite, dans l'étude, on a montré quels étaient quelque part les prix moyens, supérieurs, inférieurs et moyens, pour vous dire qu'il n'y a plus de forcément, on ne peut plus dire Airbnb, c'est pour les logements bon marché, il y a de tout. Et vous avez même ici un print screen très récent qui montre qu'on trouve des chalets à Bagne à 2700 francs par jour, certains à Vaisonna, enfin Bagne, Vaisonna et Zermatt, à des prix qui sont tout sauf pour être considérés comme bon marché. Donc c'est plus forcément le créneau bon marché, c'est surtout les créneaux de prix. En Valais, la présence en Valais, si on regarde sur l'ensemble du Valais, ça représente par rapport aux hôtels, en gros 12% de l'offre, 1,06 de l'offre par hôtelière. Et dans les destinations valaisannes, bon, ça varie, c'est clair que certaines destinations ont tellement peu d'hébergements hôteliers que l'offre Airbnb atteint assez rapidement une proportion assez importante de près de 50%. Un phénomène intéressant et qui a évolué, nous on a fait notre étude au mois de novembre et qui a évolué depuis, ça on n'avait pas décelé, et il y a une étude qui a été refaite par le Tages Anzeiger assez récemment et ils ont relevé cet aspect-là qui n'existait pas, je vous dis, il y a encore quelques mois, c'est qu'on voit qu'il y a maintenant une sorte de, je dirais, concentration et professionnalisation, entre guillemets, parce qu'il y a des gens, des privés, c'est-à-dire des privés qui vont démarcher des propriétaires d'appartements et qui font le travail pour eux sur Airbnb, qui viennent des agents de propriétaires. On a ici, en Suisse, pour l'instant, apparemment, c'est une Yasmina qui a 105 objets et puis elle s'occupe, elle va avoir peut-être 105 objets, c'est peut-être 105 propriétaires différents. Eh ben, elle va les voir, elle leur dit, moi je mets votre objet sur Airbnb, je fais la photo, je fais le descriptif, je fais tout, et elle prend une commission de 10 à 30 francs, ils disent, par affaire. Donc on voit qu'il y a maintenant moins d'acteurs, mais enfin une sorte de concentration aussi à ce niveau-là. Produit de substitution, je vais passer plus vite, et ben là c'est classique. Potentiellement, par rapport au tourisme, à l'hébergement d'un arc alpin, tout produit peut être considéré comme un substitut, mais je dirais au-delà de la destination, la question à se poser, c'est plutôt est-ce qu'il s'agit de pratiques qu'on n'a pas chez nous qui font que ça va influencer les flux touristiques, qu'il y a avoir une érosion des flux touristiques. Une nouvelle que j'ai vue, alors ça hier en préparant ça, que je viens de rajouter, alors ça c'est tout nouveau, on connaît les low cost dans l'aviation sur les courts courriers, ou moyens courriers. Dès le mois d'octobre 2015, Lufthansa propose des low cost sur les longs courriers. Vous voyez qu'ils proposent des vols sur Dubaï à 100 francs, Varadero à 230 francs, la Thaïlande pour 200. Et donc ça va quelque part encore plus influencer, je dirais, la compétitivité internationale du tourisme. Bon, les principaux défis du secteur, donc là on en revient au centre de l'analyse de Porter. Donc tout d'abord, je vais reprendre cette notion. Je crois que cette notion-là, sauf erreur, elle a été déjà évoquée par les deux orateurs qui me précédaient. C'est la notion d'intégration versus atomisation. Donc dans le tourisme, on a ces grands acteurs industriels du tourisme que sont les grands voyagistes comme TUI, Thomas Cook, qui eux sont des intégrateurs de la chaîne touristique, qui intègrent en général tout, y compris l'hébergement, mais qui sont parfois enclins à travailler avec les destinations locales en termes d'hébergement. Mais lorsqu'ils ont face à eux une offre très éclatée et une multitude de prestataires, ils sont des fois un peu plus frileux à aller jusqu'au bout. Et on a vu qu'effectivement, le Valais travaille très peu avec ce genre de choses. Mais je me souviens bien, c'était aussi, en tout cas pour certains secteurs, c'était une volonté de ne pas travailler avec eux. Bon, l'érosion de la compétitivité dans le tourisme, ça je passe. La structure d'hébergement qui est contrastée, ça on connaît, avec une proportion relativement faible d'hébergement hôtelier et puis une proportion d'hébergement non marchand, c'est-à-dire R2, qui peut être plus ou moins importante en fonction des lieux. La comparaison des coûts, ça elle est encore plus cruciale maintenant. Là on sait qu'on peut se poser, lorsqu'on voit ces graphiques, on peut se poser la question comment un hébergeur, un hôtelier suisse et valaisan peut faire pour être compétitif. C'est-à-dire que ça paraît très très compliqué. Et là, je reviens sur les constats qu'avait fait à l'époque, constats qui, de nouveau, qui datent de 10 ans en arrière de ce fameux workshop. Des pros, les professionnels de la location para-hôtelière, ils faisaient ce constat-là, qui avaient déjà eu, il y a 10 ans en arrière, une diminution des nuitées depuis 10 ans, que les séjours se raccourcissaient, que le marché était devenu volatile, et puis effectivement que les moyens informatiques utilisés, on ne parlait encore pas de plateformes style Airbnb, mais n'étaient mal adaptés aux nouvelles donnes, qu'il fallait coopérer,
que l'idée de la plateforme ouverte au niveau valaisan, elle avait sens, qu'il fallait décloisonner les espaces touristiques, plus par les destinations, mais par l'ensemble du Valais, qu'il fallait proposer aux clients une visibilité globale de l'offre pour qu'ils vraiment ils sentent la transparence. Là, les agents étaient clairvoyants, on voyait un petit peu ce qui s'est fait, mais malheureusement, je me dis c'est peut-être un petit peu trop. On est peut-être un petit peu trop lent par rapport aux acteurs qui viennent de l'extérieur et qui, eux, marchent sur les plates-bandes sans trop de vergogne. Par rapport à la classification, comment présenter l'offre, vraiment classifier l'offre, et puis si possible arriver à une harmonisation au niveau cantonal, et puis que la classification soit liée au prix. Et puis proposer aussi, ça c'était intéressant, c'était un postulat qui était de dire qu'il fallait proposer des objets spécifiques et non pas travailler en type d'objet. Et c'est typiquement vraiment ce que font ces grands concurrents comme Airbnb. Ils ne proposent jamais des types d'objets, mais vraiment l'objet spécifique. Pour finir, quelques pistes à explorer. Ça, je passe, c'est le rapport que vous connaissez, qui est téléchargeable, pas chez nous celui-là, mais sur le site de l'État, rapport de l'hébergement touristique, dans lequel a participé en tout cas toi, Christophe. Nouvelle piste à explorer. Au niveau du financement participatif, il y a de plus en plus de plateformes qui existent pour participer à ce qu'on appelle le crowdfunding. Un excellent exemple, il est là, il est devant chez nous, le crowdfunding qui a été réalisé par le Maya Boutique Hotel. Ça, c'est des pistes. La destination boutique, maintenant, c'est effectivement... La tendance, c'est de dire que le traditionnel et le luxe et la différenciation est vraiment tendance. Donc, c'est vraiment l'émergence de ce concept de destination boutique. Et puis, la diversification et l'innovation. En fait, il ne faut pas oublier que très peu de clients viennent dans une destination pour dormir, en fait. Ils viennent pour profiter, à moins qu'on soit vraiment un resort exceptionnel, ils viennent à l'endroit pour profiter de l'expérience touristique globale. Donc pour ça, il faut offrir une diversification sur les 4 saisons, l'innovation toujours, et par innovation, il ne faut pas forcément comprendre ça à un niveau très très élevé. Il ne s'agit pas d'innovation transformationnelle, mais simplement d'améliorer les produits existants. On voit ici toute une série d'activités relativement simples, mais qui peuvent être déclinées en fonction des nouveaux besoins. Je passe, ce sont des exemples tirés de la France. Et puis, les stratégies, là j'ai déjà évoqué, ce sont des grands acteurs qui se diversifient. On sort de son core business, on offre des espaces de travail lorsqu'on est hôtelier, on fait de la para-hôtellerie lorsqu'on est hôtelier. Et puis l'autre élément, c'est aussi, de façon liée plus à l'image de la montagne, casser l'image que la montagne est quelque chose qui doit se mériter et qui nécessite de l'effort, la rendre moins sportive, moins difficile, moins technique. Dernier élément, nager avec le courant, apprivoiser, puis j'en ai fini les nouveaux entrants, il y a le conflit ou la collaboration. Là, je vous ai mis, par rapport à Airbnb du nouveau, la Catalogne en 2014 a tenté effectivement de se mettre les pieds contre le mur avec Airbnb. Ce qui s'en est suivi, c'est que ses hôtes se sont offusqués. Elle a eu une pluie de bois vert dans les médiatiques par rapport à l'image de dire qu'on empêchait Airbnb de travailler. Il y a aussi eu la lutte, comme on voit ici, New York, Berlin ont aussi essayé de lutter. Et inversement, Amsterdam est considéré comme la première destination Airbnb-friendly. Ça veut dire que la politique à Amsterdam a mis en place les instruments législatifs nécessaires pour que ceux qui font appel au service s'acquittent de ce qu'ils doivent. Et là, on voit de nouveau des partenariats. Ça, c'est pour le sourire. Vous voyez que c'est quoi, ceci, comme type de logement ? C'est une télécabine, effectivement. On voit que aussi des stations, Courchevel aurait pu se courroucer contre Airbnb, mais a choisi l'option plutôt de collaboration. Et on fait une grande opération de marketing et de communication en transformant une cabine en un logement. Il y avait des gens qui pouvaient gagner le prix, dormir dans la cabine et ensuite avoir un repas gastronomique, aller sur le domaine skiable, plein de choses. Et puis ils ont mis ce partenariat avec Airbnb en place. Et encore d'autres partenariats assez surprenants. Airbnb, vous pouvez loger dans un avion de KLM. Vous pouvez réserver sur Airbnb l'appartement dans un avion de KLM. Et le deal est maintenant, lorsque vous êtes sur le site de KLM, lorsque vous réservez votre vol, vous avez également accès à l'offre d'Airbnb. Voilà, c'était un peu la course à la fin. Merci pour votre attention.